Ce chapitre 1047, il faut qu'on en parle. Quand j'ai fini ma réaction live, je me suis dit, ce chapitre, il est peinard, il est tranquille, on va faire une petite critique analyse derrière et ça va aller. Sauf que j'ai relu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le chapitre et plus je lisais, plus j'avais des idées qui me venaient en tête et je me suis dit il faut qu'on en parle. Ce chapitre est séparé en 3 grandes parties. La première partie, et peut-être la plus importante, c'est que à travers la bouche de Kaido, Eiichiro Oda nous dit les gars, n'oubliez pas le haki. Roger est devenu le seigneur des pirates grâce à la maîtrise de ses haki. Il n'a pas eu besoin de fruits du démon et ça, c'est super important par rapport à Barbe Noire et par rapport au futur et peut-être la création d'un haki qui surpassera tous les autres haki. On va en parler, c'est une petite théorie que j'ai faite. La deuxième chose, c'est le traitement de Momo. Momo, je sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais accroché à ce personnage. Ce personnage qui fait chier parce qu'il oscille entre deux genres. Premièrement, on a le gamin qui arrête pas de chialer, qui est hyper énervant. Et d'un autre côté, on a des fois un Momo qui a un éclair de lucidité et ça arrête pas d'osciller. Je suis capable, je suis pas capable, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Et ça fait chier. Et là, le fait qu'on ait enfin un flashback avec la séparation de sa mère, peut-être que c'est le dernier flashback où Eiichiro Oda nous dit ça y est, on va enfin avoir le vrai Momo qui va arriver et ça c'est ce que j'espère énormément. Et la troisième partie, c'est Orochi. Orochi, je n'en peux plus. Je crois que je n'ai jamais autant détesté un personnage de tout One Piece. J'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce que tu vas crever? J'en peux plus de ta face. J'en peux plus de ta gueule. J'en fais une allergie. Je pense Orochi, j'ai des boutons, j'ai des frissons, je me sens pas bien, j'ai envie de me gratter. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, je n'en peux plus. Et justement, on va un petit peu aussi en parler. Bref, comme vous l'avez vu dans cette intro, il y a plein de choses à dire sur ce chapitre, le chapitre 1047. On va parler de quelque chose de très important, il s'agit du haki. Le haki est l'une des choses avec lesquelles Oda, je trouve, a eu vraiment énormément de mal à interagir, à mettre en place dans l'univers de One Piece. Je vais vous expliquer, vous énervez pas. Si on reprend mes très vieilles vidéos du début de One Piece, du début de la chaîne, au niveau de Dressrosa, il y avait un passage qui m'avait vraiment interloqué, c'est quand on voit qu'il y a la Birdcage, et là on voit qu'il y a Fujitora qui demande à tous les soldats de la marine, de ceux qui sont capables de le faire, de mettre du haki sur leurs armes pour pouvoir repousser la Birdcage. Et les mecs qui font ça, ce sont pas des mecs lambda, là on est d'accord, mais ce sont des marines avec une cape, donc on peut se dire que ce ne sont pas des vice-amiraux, ils ne sont pas aussi puissants que ça, mais c'est des capitaines ou des commodores. Et ce qui se passe, c'est que ces mecs-là sont capables d'utiliser le haki. Alors pourquoi, au niveau de Marineford, on ne voit personne utiliser le haki? Il faut savoir que le haki n'a pas été mis en place seulement qu'après l'ellipse des 2 ans. On en a déjà entendu parler, ne serait-ce que déjà par le premier, tout simplement, chapitre, quand on a Shanks qui arrive à faire fuir le monstre de la baie. Et ce qui se passe, c'est qu'après, quand on arrive au niveau de Skypiea, quand on arrive aussi au niveau d'Amazon Lily, on voit qu'il y a une sorte de haki, un élément qui permet la perception étendue de son entourage, qui est le haki de l'observation, et même après, qui permet de pouvoir toucher les personnes qui ont des fruits du démon, et justement l'utilisation, la mise en place de ce haki permet de contrebalancer la puissance des fruits du démon. Parce qu'il faut savoir qu'au début, les fruits du démon sont des pouvoirs qui sont quand même très rares, mais plus on avance dans l'histoire de One Piece, plus il y a de fruits du démon. Et une sorte de fossé de puissance est en train de se créer entre les mecs lambda qui n'ont pas de fruits du démon et les personnes qui ont un fruit du démon. Et c'est peut-être à partir de là que Eiichiro Oda a décidé de mettre en place le haki, le fluide, pour pouvoir contrebalancer la puissance
des fruits du démon, et donc quelqu'un qui a un fruit du démon n'est pas obligatoirement hyper puissant, car son pouvoir peut être annihilé soit par le granit marin, ça on en reparlera justement au niveau de Roshi, mais aussi grâce au fluide. Sauf que au niveau de Marineford, quand on voit le combat qui est à haut niveau, quand on voit la puissance qui est normalement censé être l'équipage d'un empereur, qui est justement ici Barbe Blanche, quand on voit après la puissance de l'équipage de Big Mom et la puissance de Kaido, et même des mecs lambda au niveau du Nouveau Monde, ils ont, au niveau du Haki, ils ont quelque chose qui est absolument dingue. On peut un petit peu mettre en parallèle ce qui s'est passé au niveau de Marineford. À un moment, il y a Akainu qui se prend un coup, je crois, par Marco, et aussi par le moustachu dont j'ai absolument plus le nom. Merde, vous me le direz de toute façon dans les commentaires, où je mettrai un petit bandeau justement ici. Ce qui se passe, Vista, merci de l'avoir soufflé vraiment très très fort en disant hé le con connard, c'est Vista. Donc voilà, ça y est, c'est Vista. Et ce qui se passe, ça part déjà en live. Et donc Vista, et on voit que Akainu s'étonne un petit peu, ou dit c'est sacré utilisateur de Haki, et ça semble quelque chose qui est hyper rare. Sauf que, encore une fois, tout comme pour les fruits du démon qui sont quelque chose de super rare, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui les ont, et bien le Haki, là, c'est carrément toute personne qui va dans le Nouveau Monde est obligée d'utiliser le Haki. Donc, pourquoi, au niveau de Marineford, on n'a pas vu autant d'utilisation? Et il y a eu une sorte de pirouette scénaristique qui a été donnée, une excuse qui a été donnée par Ishiroda, c'est le fait que comme à l'époque Luffy n'avait pas la conscience de ce Haki, eh bien la transformation, l'utilisation de Haki par les autres personnes n'était pas retranscrite à l'image. C'est-à-dire que c'est seulement quand il y a l'entraînement avec Rayleigh sur l'île pendant les 2 ans qui fait l'explication des différents Haki. Rayleigh, il initie Luffy au Haki. À travers ça, c'est Ishiroda qui initie le lecteur, Ishiroda étant Rayleigh et le lecteur étant Luffy. C'est un procédé narratif qui est souvent utilisé. Et bien, à travers ça, il nous explique ce qu'est le Haki, ce qui était inconnu avant, et maintenant qu'on connaît cet élément, eh bien, pour le représenter, eh bien, on a cette métaphysique noire. Le seul souci qu'il y a là-dedans, c'est que, est-ce que le fait de transformer son point en quelque chose de noir, c'est un code narratif de couleur pour nous montrer l'utilisation, ou est-ce que c'est un élément qui se transforme réellement dans le monde de One Piece? Si c'est ça, alors là il y a vraiment un très très gros problème, parce que si c'est quelque chose qui devient noir réellement, obligatoirement à Marineford on aurait dû le voir. Mais encore une fois, ça c'est une grosse parenthèse, tout ça pour expliquer que le Haki qui était censé être quelque chose de seulement lambda, va devenir maintenant un petit peu plus spécifique pour certaines personnes ayant certaines capacités. C'est-à-dire que quand on est sur les 2 ans, on nous explique, sur l'île avec Rayleigh, on nous explique qu'il y a 3 sortes de Haki. Il y a le Haki de l'observation, que Usopp par exemple a réussi à éveiller, qui permet une meilleure connotation, une meilleure vision de ce qui se passe dans ton entourage, et de ressentir les intentions, mais pas le futur réel qui va se produire. C'est seulement les intentions des personnes. Après, on a le Haki qui va être défensif, c'est-à-dire que là, on a une sorte de couverture qui permet de se protéger du Haki des autres et de pouvoir aussi attaquer. C'est un petit peu ce qu'on a aussi au niveau de Punk Hazard, quand on a Virgo qui se transforme totalement en noir, et que il dit que mon Haki est tellement puissant que rien ne peut le couper. Sauf que le Haki de l'armement de l'eau est tellement puissant, et plus puissant que celui de celui de Vergo, et ainsi il arrive à le couper. C'est ce qui se passe aussi avec Zoro quand il combat Pika qui est en full Haki. Donc là on voit qu'il y a une petite notion de différence de Haki entre personnes, et surtout aussi qu'on peut étendre
comment ça s'appelle, le haki à son arme. Et justement, c'est ce qu'explique aussi Mihawk, l'arme ne fait pas tout. C'est aussi la maîtrise de celui-ci qui permet une meilleure utilisation et aussi lié au haki. Et après, on a le haki d'Arwa. Le haki d'Arwa est un petit peu séparé. Pourquoi ? Parce que le haki de l'observation et le haki de l'armement, c'est des choses que toute personne dans l'univers de One Piece possède. C'est à lui de trouver comment ressentir son utilisation. C'est ce qui se passe avec Kobe au niveau de Marineford. Le haki des rois, lui, c'est un haki qui est différent. C'est un haki qui est inné. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est avec, mais on ne sait pas s'il est transmis génétiquement. Ça, c'est aussi un élément qui reste encore un petit peu flou. Je pense qu'on aura des éléments plus distincts plus tard, mais tout le monde ne possède pas le haki des rois, mais ceux qui possèdent le haki des rois sont destinés à accomplir de grandes actions et à mon niveau, je pense que c'est aussi une sorte d'aimant. C'est pour ça qu'on va, dans les grands équipages, on va avoir beaucoup de personnes qui ont le haki des rois parce qu'ils s'attirent les uns les autres. C'est une sorte de prédétermination à devenir quelque chose et c'est souvent une sorte d'élite qui va faire des grandes choses. C'est pour ça qu'on va vraiment en retrouver à la fin de One Piece. C'est aussi que les capitaines d'équipage qui vont dans le Nouveau Monde, les supernovas, ont souvent le haki des rois. On sait par exemple que Law a le haki des rois et on sait aussi que, comment il s'appelle, aidez-moi, Kid a aussi le haki des rois. La chose qui est encore plus dingue là-dedans, c'est que on s'est aperçu que les différents haki ont des évolutions. J'ai pas dit encore éveil, je veux dire niveau de maîtrise, voilà, c'est plus ça. Et c'est ce qu'on apprend justement avec Katakuri, où le haki de l'observation te permet à la base de ressentir ton environnement et ressentir les personnes, ce qu'ils ont l'intention de faire, mais à un niveau au-dessus, tu vas carrément voir le futur, ce qui va réellement se passer. Et au niveau du haki de l'armement, on voit que là, t'as plus besoin d'être en contact, en contact, tu peux carrément te projeter. Et il y a même une puissance où à un moment, rappelez-vous, quand il y a le combat contre Katakuri, Katakuri met un niveau de haki de l'armement supérieur à celui de Luffy. Et Luffy, quand il part, les attaques, il se fait même mal. Après, quand on prend le haki des rois peut se superposer au haki de l'armement pour donner une puissance encore plus dingue qui va même interagir avec les éléments extérieurs. Par exemple, on voit le ciel qui s'ouvre en deux quand justement on a le haki des rois qui met en place, qui permet justement l'apparition de la ligne pour la transformation des Minks. À travers ça, Ichiro Oda nous montre que le haki n'est pas quelque chose de lambda, qu'il y a différents degrés. Et ce qui est absolument dingue là-dedans, et c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à vous l'expliquer, tel que je vois le Ichiro Oda où il veut nous emmener, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de haki qu'on peut peut-être appeler le haki divin ou un haki qui va englober les trois différents hakis pour en former seulement qu'un seul qui va permettre d'obtenir un pouvoir absolument dingue. Et c'est peut-être ici que Kaido veut nous emmener. Et c'est là où ça va être fou, c'est que on va peut-être le voir à travers un flashback. Quand il y a eu le combat de Chebek et de son équipage, où il y avait Big Mom et aussi justement Kaido, qui ont combattu contre l'alliance absolument dingue de Roger et de Garp. Garp, on se doute qu'il doit avoir une maîtrise du haki qui est absolument dingue. Eh bien, peut-être que Chebek, Roger et Garp avaient la maîtrise de ce haki divin, de ce haki ultime. C'est quelque chose, peut-être que Kaido recherche, parce que lui, il l'a peut-être aussi atteint, mais il n'a découvert personne entre-temps qui arrivait à les maîtriser. Et c'est peut-être cette combinaison des différents haki qui vont permettre à la personne de le battre. Il l'a vu
dans Oden, quand il avait cette colère contre lui, mais justement qui a eu la fourberie avec la personne qui avait le fruit du démon pour se transformer, et qui s'était transformé en Momonosuke, et qui a détourné l'intention de Oden, là, peut-être qu'à un moment, Luffy, il allait avoir, peut-être qu'il allait arriver à atteindre ce haki, et qu'il y a le mec du CP qui est arrivé, et c'est pour ça qu'il était tellement dégoûté, et peut-être qu'en disant, t'as beau te transformer, t'as beau faire n'importe quoi avec ton fruit, si tu ne maîtrises pas une certaine forme, une certaine évolution, et pourquoi pas, il y a un éveil du fruit, c'est pour ça que je vous parlais d'éveil depuis tout à l'heure, peut-être qu'il y a un éveil d'un stade ultime du haki qui va lui permettre de se battre, parce que le coup final qu'on a avec le point géant avec lequel il veut défoncer la gueule de Kaido, c'est pas le coup final. Comme je vous l'ai dit dans la réaction live, on n'est pas à la fin du tome. Le coup final, la chute de Kaido se fera seulement qu'à la fin de ce tome. C'est-à-dire qu'on a peut-être encore 5-6 chapitres avant que ça arrive. On va sûrement avoir une transformation de Kaido vraiment en mode full haki où Luffy va pouvoir faire n'importe quoi avec son fruit du démon, il ne va pas pouvoir l'atteindre, et là il va se dire ok, il faut que je fasse autre chose. Et quel va être l'avenir? Là il va sûrement avoir que le haki. La chose que nous met aussi en place Eiichiro Oda ici, c'est dire que le haki est très important, et il y a un autre pirate qui est destiné à faire des grandes choses, qui est tout simplement Barbe Noire. Et lui, Barbe Noire, il est plus sur l'utilisation de fruits du démon. C'est-à-dire qu'on a appris qu'il recherche plein de fruits du démon pour avoir un équipage où tous ses membres possèdent le fruit du démon. Parce que lui pense sûrement que la meilleure... le meilleur pouvoir, la meilleure puissance, c'est celle d'un fruit du démon. Lui, grâce à son fruit, il peut annihiler la puissance du fruit du démon de l'adversaire. Luffy va devoir maîtriser le haki, mais il va devoir peut-être fusionner son haki avec son fruit du démon. Et ainsi, Barbe Noire ne pourra plus interagir avec le fruit du démon de Luffy. Pourquoi? Parce que celui-ci sera protégé par une sorte d'enveloppe de haki. L'autre chose aussi qui me fait énormément plaisir, c'est que le haki prend énormément d'importance. Zoro, il est dans un état absolument désastreux et il va se remettre en question. Il va se dire, ok, là j'ai fait des choses, mais je suis dans un sale état, donc je dois encore plus évoluer. Et donc il va évoluer son haki. Et on va avoir sûrement, ça c'est sûr, on va avoir le combat de Zoro contre Shiryu de la pluie, qui a le fruit de l'invisibilité. Et Zoro va devoir évoluer son haki de l'observation, parce qu'on sait qu'il maîtrise très bien le haki de l'armement. Il a aussi le haki des rois, et il va devoir un petit peu étendre son haki pour pouvoir voir le futur. Pourquoi? Parce que Sanji va sûrement aussi lui dire. Il y a toujours un petit peu cette rivalité, et donc à travers l'évolution de son haki de l'observation, il va pouvoir déjouer l'utilisation du fruit du démon, qui est l'invisibilité de Shiryu de la pluie. À travers ce que nous a dit Eiichiro Oda, ça annonce vraiment du très très bon, et ça vient remettre un petit peu une balance en nous disant ok, Luffy, il a un fruit complètement débile, complètement cheaté, qui lui donne une endurance de malade. On l'a vu par exemple avec les coups. C'est-à-dire que Kaido envoie le Borobresse qui est capable de pulvériser une colline. Luffy, il est seulement que noir dessus. Il se prend des coups tranchants qui normalement peuvent couper des bras, qui peuvent couper des personnes. Ça fait seulement que des égratignures à Luffy. Il se prend des coups de masse dans la gueule qui l'avait mis complètement KO. Et là, ça lui fait seulement que cuicui les petits oiseaux. Là, comme on voit encore une fois dans le mode un petit peu cartoonesque. Et ce qui est dingue, c'est que à travers ce fruit complètement débile, complètement puissant, Eiichiro nous dit non, mais le fruit ne fait pas tout. Comme nous avait dit Crocodile il y a très longtemps, si tu ne maîtrises pas ton fruit,
tu n'es absolument capable de rien. Et c'est ce qui se passe par exemple avec Moria. Moria se repose trop sur l'utilisation de son fruit, sur l'utilisation de son armée, alors qu'il ne maîtrise pas tous les autres côtés. C'est pareil, tu peux avoir un fruit complètement cheaté, si tu n'as pas l'intelligence ou pour Luffy la débilité, l'insouciance de l'utiliser, tu ne peux absolument rien faire. Et une autre personne qui aurait le fruit de Nika, qui est beaucoup plus rationnel, ne peut pas autant l'utiliser. Bref, ça c'était vraiment la très très grosse partie sur le haki. Encore une fois, dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, les commentaires sont là pour ça. On va maintenant parler de Momo. Momo, comme je l'ai dit en intro, et on va pas trop revenir là-dessus, il oscille entre deux personnes. Bon, c'est un gamin de 8 ans, mon fils, il a 8 ans. Je prends mon fils, je le fous dans l'univers de One Piece, je lui fous dans la gueule tout ce que Momo s'est pris dans la gueule. Et là, franchement, je relativise, parce que le pauvre Momo, ça n'a pas été facile. Surtout quand on voit le flashback avec sa mère, il était vraiment très très proche de sa mère. Il faut savoir que Oden est parti pendant un bout de temps. Les enfants sont obligatoirement proches de leurs parents, et tout l'amour qu'ils ne peuvent pas donner à un parent, tout cet amour-là est contrebalancé dans l'autre parent. Je vous parle en connaissance de cause. Et donc, on peut imaginer que pour Momo, sa mère, c'est tout. Et donc, quand il doit faire le choix de partir, quand sa mère ne peut pas partir avec eux parce qu'elle doit rester ici pour annoncer la prophétie, pour annoncer au peuple d'avoir le courage de tenir 20 ans, parce que dans 20 ans, l'aube reviendra. C'est un sacrifice qui est absolument dingue. Toki, c'est un truc... Enfin... Là, encore une fois, c'est le père qui parle, et si vous n'avez pas d'enfant, c'est impossible à expliquer la relation qu'il y a entre un parent et un enfant. Perdre un enfant, c'est ce qui peut arriver de pire. Et donc, la mère sacrifie son amour pour son enfant pour un bien supérieur, pour le peuple. Oden est mort. Il faut qu'il y ait plus tard un shogun qui soit capable de régner une fois que Orochi sera défait. Et elle sait que ce shogun, c'est Momo. Parce que Momo, même si c'est un gamin qui est un pleurnichard, au fond de lui, des fois, il a une maturité qui fait un peu penser à ce qu'est Oden. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Momo, plus tard, deviendra un shogun qui sera peut-être meilleur que Oden. Tout ce que Momo se prend dans la gueule maintenant, toute cette souffrance, toute cette détresse, c'est pour qu'il devienne quelqu'un de meilleur. C'est-à-dire que s'il avait vécu sa vie normale, il ne serait pas devenu la personne qu'il deviendra. Oui, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un petit peu le fond de ma pensée. Ce flashback est nécessaire pour comprendre la souffrance. Et encore une fois, comme je l'ai dit en intro, je pense qu'à travers ce flashback, Ichiro Oda nous dit, vous inquiétez pas, Momo va réussir. La mise en place de ce flashback ici, il aurait pu être mis longtemps en avant. Mais encore une fois, c'est un effet narratif qui va amener quelque chose plus tard. Parlons justement de flashback, petite parenthèse, j'ai hâte de voir le flashback de Kaido. Il est absolument impossible qu'on n'ait pas un bon flashback de Kaido. Donc ça, c'était la partie ici. Et l'autre chose aussi qu'on voit dans ce flashback avec justement cette séparation, c'est que il y a Kinemon qui dit qu'ils sont prêts à mourir. Et il faut, s'ils meurent pas tous, il faut qu'il y en ait certains qui meurent. C'est une destinée.
C'est la vieille génération qui s'éteint, qui se sacrifie pour la nouvelle. C'est nécessaire. Il faut que ça meure. Il faut que ça meure. Alors justement, on parle de fourreau rouge. Eh bien, ça va faire une très très bonne transition sur le dernier élément avec Orochi. Orochi, je l'ai dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Et je pense que il faut qu'il crève bien salement. Il faut qu'on lui coupe la dernière tête, parce que là on voit qu'il reste plus qu'une dernière tête. J'aimerais bien qu'il piétine son cadavre, qu'il fasse plein de trucs avec pour toute cette haine qu'on a en nous puisse s'extérioriser. Mais ce qu'il faut, c'est que il faut qu'il meure de la main de Denjiro et aussi de Iori. Il faut que Iori, faut qu'elle lui fasse une dernière chose. Il faut. Alors l'excuse du clou, qui à cause des vibrations, ça fait un peu bizarre. J'aurais par exemple préféré que ça soit alors quand c'est les vibrations qui ont fait tomber le clou, alors peut-être que le clou était mal mis, pas assez enfoncé, ou alors que c'est à travers les vibrations et après qu'il y a un rocher qui est tombé, qui a tombé sur le clou et qui a permis. Mais encore une fois, c'est un final qui est un peu long. C'est long. C'est long avec Orochi, parce que Orochi, il y a rien eu pour lui. Même le flashback où à un moment on a un truc où on se dit ok, il a souffert étant petit, il y a eu un truc qui a été fait, mais le final c'est il faut qu'il meure. Et je vais partir sur une dernière chose que je voulais, ça c'est une petite théorie, c'est que Kenjuro est mort. Ce qui serait absolument dingue, ça serait que son fruit du démon, parce que c'est quelque chose que j'ai dit il y a très 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 longtemps, c'est que son fruit du démon se réincarne dans un fruit et qu'à un moment Usopp mange ce fruit. Il faut que Usopp mange le fruit du démon de Kenjuro, parce que j'avais dit il y a très longtemps, imaginez quelqu'un avec l'imagination de Usopp et le talent artistique de Usopp avec le fruit du démon de Kenjuro. Ça serait un truc absolument de dingue, et j'espère que Eiichiro Oda va nous mettre ça en place. Bref, cette vidéo, comme je l'avais dit, était quand même super longue. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le haki, mais c'était bien de revenir dessus. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.